Bonjour. Au niveau de la première séance, nous avons vu donc le rôle que doit jouer un enseignant, à savoir non pas celui d'être quelqu'un qui va fournir un ensemble d'informations à donner à l'étudiant, qui lui devra de lui recracher le jour de l'examen, mais plutôt celui de quelqu'un qui va créer les conditions pour l'émancipation de son étudiant et donc de lui permettre de pouvoir apprendre par lui-même et donc de devenir autonome vis-à-vis de ses enseignants et de pouvoir avancer dans la vie et donc dans la connaissance. Nous allons donc dans la continuité de ce cours introductif pour le module de théorie de projet architectural niveau licence 1, mais qui est aussi un cours introductif à n'importe quel enseignement par rapport à la question de l'attitude à acquérir par l'enseignant et l'étudiant dans une logique d'apprentissage et donc d'émancipation et d'autonomie l'un de l'autre. Nous allons parler donc au niveau de cette séance et focaliser sur la question de l'émancipation. La première question que nous allons aborder est la question de la pertinence. De manière caricaturale, si nous devons parler de la manière avec laquelle les femmes verraient les couleurs, eh bien on verra que la subdivision qu'ils auront des couleurs est beaucoup plus importante que celle qu'auraient les hommes. Ainsi, par exemple, pour les hommes, on verra que pour un bleu, il n'a qu'une seule définition de la couleur bleue, alors que les femmes iront dans des nuances beaucoup plus importantes, 5 nuances. Et identique pour le vert, le jaune, etc. et tout, nous voyons toujours que d'un côté, l'homme réduit beaucoup moins par rapport à une femme qui, elle, ira beaucoup plus dans le détail en fonction de sa sensibilisation, de sa culture, de son éducation, de son environnement dans lequel elle a évolué, etc. Si nous restons dans cette caricature pour comprendre la question donc, de la pertinence et donc de la relativité de la compréhension des choses, prenons donc par exemple les raisons pour lesquelles une femme choisit un shampoing. Eh bien, il y a différentes raisons pour cela. Son efficacité, sa marque, son odeur, l'effet sur les cheveux, l'ingrédient, couleur, la qualité, le design, la recommandation, prix, promotion, est-ce qu'il y a une promotion, est-il populaire, etc., etc. Pour ce qui est de nous les hommes, eh ben, ça se limitera juste parce qu'il s'appelle shampoing, sans rentrer dans les détails. Si nous abordons par exemple une leçon écrite par un prof de mathématiques sur le tableau, et bien ce dernier écrira ce type de formule. Ce qu'il aurait voulu dire était quelque chose de beaucoup plus simplifié. Pour l'étudiant, ça ne sera que du chinois. Il n'en retiendra quasiment rien. Le jour de l'examen, seront posées des choses par rapport à ça qui sont encore plus complexifiées. Mais pour ce qui est de la femme de ménage, eh bien ça derrière, pour elle, tout ceci ne constitue du grouillage sur le tableau. Ainsi, chacun en fonction du moment, de sa culture, de son effort d'instruction, de, de ce qu'il ressent, même je dirais, durant la journée, eh bien, il interprétera et il abordera les choses, la compréhension des choses d'une manière très différente. Ainsi, nous avons bien compris que les choses n'ont pas le même sens pour les uns que pour les autres, tel que nous l'avons vu d'ailleurs dans la première séance sur la question du signe de OK chez les Anglais ou de zéro chez les Français ou de si je t'attrape, je te bute chez les pays du Maghreb. Nous avons vu que la même chose a des sens très très différents. Prenons par exemple cet exercice d'un enseignant qui a voulu mettre ses étudiants au défi, donc il a divisé en deux groupes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté. Il leur a donné cette phrase, il leur a demandé de ponctuer cette phrase avec les règles de la ponctuation. Tous les hommes ont écrit A woman, virgule, without her man, virgule, is nothing. Sous-entendant qu'une femme sans son homme, eh bien, elle ne vaut rien du tout. Les femmes, en reprenant donc les rênes de la situation, ils ont repris les règles de la grammaire et ils ont repris donc woman, deux points, without her, virgule, man is nothing. Donc, comme quoi, l'homme sans sa femme n'est absolument rien du tout. Ce qui nous montre donc la force de la ponctuation, qui sont des tout petits éléments par rapport aux mots, mais qui finalement conduisent au changement total et radical du sens. Comme quoi, avec les mêmes produits du départ, eh bien, il suffit d'un certain minimum d'éléments et nous pouvons donc en changer totalement le sens de la compréhension des éléments. C'est exactement le même parallèle. Si on fait le parallèle avec la cuisine, eh bien, avec les mêmes ingrédients, cuisinés de la même manière, il suffit juste d'épicer d'une manière ou d'une autre, et bien, nous pouvons soit carrément rater le plat, soit au contraire encore plus le relever et le mettre en valeur, et en faire ressortir toutes les senteurs. En regardant, observant donc le potentiel du cerveau, est-il effectivement standard et sommes-nous tous nés d'une manière standard et donc, ou alors pas standard spécialement, mais au moins nous sommes tous prédestinés à un certain niveau qui ne peut changer au fil des années? Eh bien pas du tout. Si je vous donne ce texte-là, je me tais pendant quelques secondes pour vous laisser pouvoir le lire de vous-même et puis je reprendrai la parole pour en discuter. Je vous laisse donc la capacité de pouvoir lire ce message.
Donc, comme le dit ce texte, au départ, vous avez eu des difficultés à pouvoir le lire, mais je suis certain qu'au fur et à mesure de la lecture, votre cerveau s'est adapté et il a réussi à déchiffrer. Bien que ce texte est composé de chiffres à la place de lettres, est composé d'une manière très très bizarre, et bien quand même, le cerveau réussit à aller au-delà de cette limite de l'information, donc de lettres, et arrive à donner une signification à chacun de ces chiffres pour pouvoir leur donner un sens et donc produire un texte qui a du sens. Comme quoi le cerveau arrive à une grande capacité d'aller au-delà de ses limites, du moins des limites qu'on croyait être des limites, pour aller trouver donc des capacités et interpréter les choses et aller au-delà de son potentiel. Ou plutôt donc révéler un potentiel inconnu. Le problème qui se situe donc, ce n'est pas dans les prédispositions de l'homme à être ou ne pas être, mais plutôt dans la façon avec laquelle la société nous induit à une standardisation. Donc, par exemple, regardons le système éducatif, qui est très bien caricaturé dans cette image-là, où il est dit donc par le professeur que pour une sélection juste, tous, donc les animaux, doivent passer le même examen. Donc, s'il vous plaît, grimpez dans l'arbre. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait, dites à un poisson, demandez à un poisson de grimper dans un arbre, il pensera toute sa vie que c'est un abruti. Comme quoi, nous réduisons l'intelligence à certains facteurs, et si des personnes sont inaptes à répondre à ces facteurs-là, bien qu'ils ont sûrement des potentialités extraordinaires dans d'autres domaines, eh bien, nous leur ferons croire qu'ils sont des incapables et qu'ils sont donc sur le banc de la société et qu'ils sont donc des personnes abruties et non intelligentes. Cette image-là, donc cette caricature résume aussi très très bien cette idée-là de la capacité de l'enfant de naître avec une liberté absolue de créativité et d'intelligence, mais c'est le fait qu'il commence à rejoindre les bancs de l'école, et de l'université, et plus tard des entreprises, etc., qui fait qu'il commence à rentrer dans le moule et qu'il commence à être standardisé et à réfléchir comme tout le monde, et donc de s'imposer la règle de la société qui veut bien lui imposer et perd donc toutes ses capacités de créativité. D'ailleurs, c'est Ken Robinson, dont nous en avons parlé dans la première vidéo, qui nous explique que, il nous donne cet exemple-là, que si vous donnez des trombones à des enfants, et des trombones à des adultes, et vous dites aux deux, essayez donc d'imaginer quel type de choses on peut faire avec. Eh bien, les adultes se limiteraient à maximum une dizaine, douzaine de possibilités, alors que les enfants, eh bien, c'est des centaines de possibilités qu'ils vont trouver. Preuve en est que l'enfant naît libre, créatif, et c'est la société qui le limite et qui le standardise et le réduit, en inscrivant dans un moule. Dernière Darboux qui nous montre encore donc cet effet, comment une personne qui naît libre d'une certaine configuration, d'une certaine manière, et puis petit à petit, en pensant évoluer, eh ben, elle va rentrer dans le moule de la standardisation de la société et devenir un produit comme un autre. Pour clôturer cet élément, enfin du moins, pour encore mieux expliciter la question de la standardisation et du devoir et de l'obligation, et voire même le désir d'aller au-delà et de ne pas se réduire à cela, nous allons raconter ici une petite anecdote, une histoire vraie, qui est celle du baromètre. C'est une personne, donc c'est quelqu'un qui raconte cette histoire-là, qui a écrit cette lettre et qui dit donc « J'ai reçu un coup de fil d'un collègue à propos d'un étudiant. Il estimait qu'il devait lui donner un 0 à une question de physique, alors que l'étudiant réclamait un 20. Le professeur et l'étudiant se mirent d'accord pour choisir un arbitre impartial et je fus choisi. Je lus la question de l'examen. Montrez comment il est possible de déterminer la hauteur d'un building à l'aide d'un baromètre. L'étudiant avait répondu « On prend le baromètre en haut du building, on lui attache une corde, on le fait glisser jusqu'au sol, ensuite on le remonte et on calcule la longueur de la corde. La longueur de la corde donne la hauteur du bâtiment. » L'étudiant avait raison, vu qu'il avait répondu juste et complètement à la question posée. D'un autre côté, je ne pouvais lui mettre des points. Dans ce cas, il aurait reçu son grade de physique, alors qu'il ne m'avait pas montré des connaissances en physique. J'ai proposé de donner une autre chance à l'étudiant, en lui donnant 6 minutes pour répondre à la question, avec l'avertissement que pour la réponse, il devait obligatoirement donc utiliser des connaissances en physique. Après 5 minutes, il n'avait encore rien écrit. Je lui ai demandé s'il voulait abandonner, mais il répondit qu'il avait beaucoup de réponses pour ce problème et qu'il cherchait la meilleure d'entre elles. Je me suis excusé de l'avoir interrompu et lui ai demandé de continuer. Dans la minute qui suivit, il se hâta pour me répondre. On place le baromètre à la hauteur du toit, on le laisse tomber en calculant son temps de chute avec un chronomètre. Ensuite, en utilisant la formule x égale je ne sais quoi, on trouve la hauteur du building. À ce moment, j'ai demandé à mon collègue s'il voulait abandonner. Il me répondit par l'affirmatif et donna 20 à l'étudiant. En quittant son bureau, j'ai rappelé l'étudiant car il avait dit qu'il avait plusieurs solutions à ce problème.
Eh bien, dit-il, il y a plusieurs façons de calculer la hauteur d'un building avec un baromètre. Par exemple, on le place d'or lorsqu'il est du soleil, on calcule la hauteur du baromètre, la longueur de son ombre et la longueur de l'ombre du building. Ensuite, avec un simple calcul de proportion, on trouve la hauteur du building. Bien lui répondis-je, et les autres. Il y a une méthode assez basique que vous allez apprécier. On monte les étages avec un baromètre et en même temps, on marque la longueur du baromètre sur le mur. En comptant le nombre de traits, on a la hauteur du building en longueur de baromètre. C'est une méthode très directe. Bien sûr, si vous voulez une méthode plus sophistiquée, vous pouvez prendre le baromètre prendre le baromètre à une corde, le faire balancer comme un pendule et déterminer la valeur de G au niveau de la rue et au niveau du toit. À partir de la différence de G, la hauteur du building peut être calculée. De la même façon, on l'attache à une grande corde et en étant sur le toit, on le laisse descendre jusqu'à à peu près le niveau de la rue, on le fait balancer comme une pendule et on calcule la hauteur du building à partir de la période de précession. Finalement, il conclut, il y a encore d'autres façons de résoudre le problème. Probablement la meilleure est d'aller au sous-sol, frapper à la porte du concierge et lui dire « J'ai pour vous un super baromètre si vous me dites quelle est la hauteur du building. » Vous vous rendez compte bien avec moi que l'étudiant a utilisé 36 000 façons de pouvoir y répondre, tous des méthodes qui utilisent, enfin tous la plupart utilisaient des connaissances en physique, mais en n'utilisant jamais la raison pour laquelle un baromètre existe, à savoir le calcul de la pression. J'ai ensuite demandé, donc je continue à lire la lettre de celui qui nous raconte l'histoire, à savoir, j'ai ensuite demandé à l'étudiant s'il connaissait la réponse que j'attendais, et il a admis que oui, mais qu'il en avait marre du collège et des professeurs qui essayaient de lui apprendre comment il devait penser. En d'autres termes, cet étudiant s'est révolté contre la standardisation des modes et des procédés de pensée, et donc il voulait pouvoir s'émanciper de lui-même et arriver. Finalement, il donne une réponse juste, qui n'est pas fausse, qui répond à l'objectif, mais qu'il refuse qu'on lui impose de voir la seule et unique façon de pouvoir répondre. Nous avons vu au niveau de la première séance comment la limitation des choix est un dispositif qui réduit l'émancipation, qui réduit l'évolution et la connaissance. Et au contraire, au lieu de produire une société émancipée, évoluée, développée, il produit une société de standardisation soumise qui ne peut pas aspirer à l'évolution dans l'histoire de l'humanité. Pour l'anecdote, l'étudiant étant Niels Bohr et l'arbitre Rutherford. Rutherford fut prix Nobel de chimie en 1910 et Bohr fut le prix Nobel de physique en 1900. Cette vidéo nous a permis donc de voir le poids de la société dans sa capacité à annihiler nos propres décisions, nous obliger à devoir suivre d'une manière aveuglée, sans réfléchir, afin de ne pas être rejeté par la société, afin de pouvoir être accepté par cette dernière. Donc, encore une fois, il est important que si on veut aller vers l'avant, de poursuivre, de mettre toutes les conditions qui vont permettre à l'étudiant de pouvoir s'émanciper et aller de l'avant et non pas se soumettre à une décision qui n'est pas la sienne. Donc, nous revenons encore une fois à cette histoire-là d'émancipation. L'exemple parfait de l'enseignant émancipateur qui demande à ses étudiants de ne pas réfléchir par l'intermédiaire de quelqu'un, et donc de ne pas vivre par procuration, mais de réfléchir d'eux-mêmes. Ceci déjà dans le cadre, dans l'absolu. Donc il faudrait agir de la sorte. Mais en précisant encore, si on tient compte de cette vidéo où il parle de l'importance des disciplines qui introduisent de la notion de la beauté, d'esthétique, de poésie, et qui donc deviennent un rôle fondamental pour libérer l'esprit et donc il demande à ses étudiants, à chacun, d'essayer de penser quelle est la rime qu'il va apporter. Je rappelle que nous sommes dans une discipline architecturale et que l'architecture est considérée comme étant le premier des arts. Et donc, à ce titre-là, elle se doit aussi de participer à apporter une amélioration du cadre de vie, à apporter de l'extase, de la qualité, de la poésie, de la passion pour les gens qui vont y vivre et qui vont pouvoir donc s'émanciper totalement. Nous avons donc de grandes responsabilités sur cette question-là. Et fondamentalement, ceci passe donc par produire des personnes émancipées qui pourront d'eux-mêmes essayer d'aller chercher ce qui est le mieux pour tous et non pas d'essayer de s'inscrire dans le cadre d'un règlement, d'une standardisation où il suffit juste de remplir des tableaux et de bien répondre à tout cela. Ainsi, ce qui compte dans la manière de faire les choses, ce n'est pas, comme dirait cette image-là, bien résumée, it doesn't matter how many resources you have.
If you don't know how to use them, they will never be enough. Donc la question n'est pas de beaucoup travailler aussi. C'est pas ce qui vous est demandé. Il vous est pas demandé de fournir des quantités de travail incroyables. Peut-être qu'il faut les faire pour pouvoir combler des lacunes si vous en avez. Mais ce qui est fondamental et important, c'est de pouvoir travailler d'une manière intelligente, c'est-à-dire de pouvoir les utiliser d'une manière la plus performante, la plus efficace et peut-être aussi de manière innovante afin de pouvoir aller au-delà et d'arriver grâce aux mêmes moyens là où personne n'est arrivé avant vous. Ainsi, don't work hard, work intelligent. Regardez cette personne-là. Nous n'avons perdu la notion de prendre le temps de réfléchir aux choses avant de les entamer. Toujours à courir derrière le temps, vouloir faire les choses. Regardez cet homme-là. Peut-être qu'il a pris un peu plus de temps que tout le monde, qui étaient tous ont commencé à pousser le cube. Mais lui, en prenant le temps de pouvoir juste réfléchir à la question qui était de pouvoir amener cet élément-là du point A au point B, donc en le taillant, en le transformant en une sphère, eh ben, il a peut-être perdu du temps au départ, mais c'est celui qui avance de la manière la plus efficace actuellement. Donc, travaillons toujours de manière efficace et intelligente, et non pas de manière juste à vouloir répondre et satisfaire autrui. Cette vidéo, à travers la caricature qu'elle nous présente, nous montre encore une fois le poids de la société, le poids de le regard de l'autre, sur notre désir de vouloir s'inscrire toujours en rapport avec autrui et non pas en rapport avec nos désirs, nos propres aspirations, nos propres évolutions, et donc nous limite notre champ visuel, notre perception. Il est important donc de pouvoir s'émanciper de toutes ces règles-là, non pas pour aller à l'encontre de la société et de batailler contre elle, mais tout simplement pour pouvoir évoluer et donner le meilleur de soi-même et permettre de s'émanciper. Et quand on s'émancipe, on émancipera avec nous toute la société. Ainsi, comme nous l'avons déclaré au niveau de la première vidéo, l'homme est le seul animal. Il crée des règles pour améliorer son cadre, puis devient esclave de ces règles-là, comme cet homme-là dans cette caricature, qui finalement est en train d'arroser l'arbre qui va finir par le prendre lui-même. Donc, nous sommes les esclaves de nous-mêmes, les esclaves de ce que nous produisons. Nous refusons nous-mêmes notre émancipation par la création de tout un certain nombre de règles, de conditions qui ne vont pas nous permettre d'aller au-delà. Et c'est ça le rôle fondamental d'un enseignant, d'un enseignement. C'est de permettre à ses étudiants et à l'enseignement de conduire à l'émancipation de tous pour l'émancipation de la société, de conduire à ce que chacun puisse réfléchir de lui-même et de ne permettre à personne de venir réfléchir à sa place, tel que déclaré récemment par un professeur universitaire allemand qui disait que dans une société comme celle d'aujourd'hui, excusez-moi, juste je me rappelle bien la phrase. Ainsi, ce professeur Simon Endergrasser, diplômé de l'université de Potsdam en Allemagne et spécialisé dans le système cognitif et l'intelligence artificielle, a déclaré que on peut rater son éducation quand à la fin on n'est pas capable de penser critique, de remettre en question le monde et d'évaluer la crédibilité de ce qu'on lit ou on entend. C'est quelque chose de très important aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux où on a une masse d'informations qui circulent mais on ne sait pas toujours vérifier si les sources sont dignes de confiance. Ainsi pour lui, il rappelle la phrase qu'a dite Nassim Taleb il y a quelques années. Il a écrit il y a quelques années en disant « Dans un monde aussi complexe, l'intelligence, ce n'est pas forcément d'identifier les tendances importantes, mais d'ignorer celles qui ne mènent à rien. En d'autres termes, ce n'est pas d'apprendre par cœur ce que la majorité veut bien apprendre, mais d'être capable de pouvoir faire le tri dans cette immensité d'informations que nous recevons au quotidien. » Donc, quelle serait donc l'attitude et l'espérance qu'on devrait avoir pour le futur? Il est important donc d'apprendre des autres et de ne pas continuer les mêmes erreurs. Regardons à ce niveau-là cet exemple-là, qui est assez bête, mais qui se répète quasi à l'infini. Donc un petit camion qui vient pour retirer la voiture qui est tombée dans le port, eh ben il bascule avec elle. On ramène un camion un peu plus grand sans avoir fait prendre le temps d'analyser la situation, de comprendre le poids, le contrepoids, le balancement, etc. Et tout. Eh bien, ce camion-là, il retombe aussi en essayant de chercher un camion plus grand et on répète à l'infini sans se poser les questions de critiquer qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas. Eh bien non, nous nous inscrivons dans un cycle répétitif d'autrui. Pour pouvoir comprendre donc de quelle manière et selon quelle méthode nous pourrons pouvoir s'émanciper, eh bien je prends comme référence, pour pouvoir bien exprimer cela, une scène mythique en ce qui me concerne d'un cet grand acteur qui est Al Pacino dans le film L'Enfer du Dimanche. Magnifique phrase. Soit nous allons nous sauver en tant qu'équipe, soit nous mourrons en tant qu'individu. En d'autres termes, le niveau de pourriture et de médiocrité à atteindre de tel niveau dans nos sociétés de manière générale, la société algérienne de manière spécifique, et dans le domaine d'architecture encore de manière plus spécifique, qui fait que
on ne peut pas survivre, même avec même toute la meilleure volonté du monde, si on avance chacun tout seul dans son petit coin. Mais la société va finir par nous rattraper, nous démoraliser et nous écraser. Donc c'est en tant que groupe, en tant qu'ensemble qu'on peut s'en sortir, en étant présents les uns pour les autres pour améliorer notre discipline. Et c'est une discipline maître, importante. C'est une discipline qui va permettre donc l'émancipation. Nous l'avons vu à travers tout ce qui s'est passé durant la dernière année, que les gens se sont réappropriés l'espace public de l'espace le plus intéressant. Les gens ne se sont pas regroupés au niveau de Bebzoar, ils se sont regroupés au niveau du centre-ville, au niveau des places conçues pour le regroupement, pour permettre aux gens de vivre ensemble, d'être ensemble, d'échanger et de discuter. C'est cela qui a constitué pour moi le plus formidable dans l'année que nous venons de passer. Ce n'est pas le fait d'être sorti pour réclamer, certes, ceci est important, mais encore plus le fait qu'on s'est réapproprié l'espace public pour pouvoir échanger entre nous. Et nous l'avons fait dans les endroits qui ont été prédisposés à pouvoir le faire. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de la société. Et donc, nous ne pouvons pas nous contenter que chacun applique l'adage algérien qui dit mais de pouvoir être ensemble, batailler, solidaire pour pouvoir avancer. Donc, encore une fois, je répète cette fameuse phrase de ce personnage de ce film interprété par Al Pacino. Soit nous allons nous sauver en tant qu'équipe, soit nous mourrons en tant qu'individu. Je poursuivrai en reprenant donc les dires de ce philosophe hindou, Jiddu Krishnamurti, j'espère que je n'ai pas charcuté son nom, qui dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade, à savoir lorsque nous sommes d'accord qu'une société ne va pas bien. Et donc, nous ne devrions pas chercher à pouvoir s'y adapter, à pouvoir lui ressembler, mais d'admettre que le fait que notre différence dans une société qui est totalement déstructurée, euh, euh, où les niveaux de minabilité ont atteint des niveaux incroyables, de chercher de ne pas pouvoir ressembler, mais de se démarquer. Et donc, au contraire, être rejeté par une société de malades, une société corrompue, c'est un signe de bonne santé pour nous, et non pas d'un signe de faiblesse ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, marquons notre différence, cherchons à aller de l'avant et créons de la solidarité autour de nous pour pouvoir supporter et pouvoir réussir à contrecarrer tout ce vent de médiocrité qui nous entoure. Avant de finir par cette image-là, j'aimerais rappeler un dicton chinois que je trouve magnifique dans le cadre de l'enseignement. Ce dicton dit montre-moi, dis-moi, je me souviendrai. Montre-moi, je me rappellerai. Implique-moi et j'apprendrai. En d'autres termes, cette notion d'enseignement ne doit pas chercher à ce que juste donner de l'information, parce que comme il le dit, dis-moi, j'oublierai, ou juste de m'expliquer. Et à ce moment-là, je retiendrai certaines petites choses. Mais si tu veux vraiment que j'apprenne, implique-moi, et donc ça va dans les deux sens. Ne cherchez pas seulement que l'enseignant vous implique dans ce que vous allez faire, mais cherchez vous-même à vous impliquer. Et c'est là où nous revenons à la fameuse Racine 25 de Gad Elmaleh, et donc ce fameux problème sur la douche et le bain, et donc d'aller chercher des choses qui nous soient pertinentes, ou que chaque action que nous faisons, nous comprenons pour quelle raison nous la faisons et qu'est-ce qu'elle va apporter à notre formation d'une manière générale, et donc notre formation d'architecte d'une manière spécifique. C'est ainsi que si vous voyez toutes les villes du monde, eh bien elles se représentent, quel que soit l'endroit, à travers son architecture, à travers des monuments. On ne peut pas ne pas, quand on imagine Paris, on ne pense pas à la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, Sacré-Cœur, Prague avec ses ponts, etc., etc. Donc toutes ces villes-là, Barcelone avec Sagrada Familia, Rio de Janeiro avec le Christ Rédempteur, etc. et tout. Et donc, nous, Alger, certes, vous allez me dire qu'il y a Makam Shahid, la grande mosquée, etc. et tout, mais s'il vous plaît, soyons sincères entre nous. Nous sommes en train de la recherche de construction faite par des Algériens, du moins avec des compétences algériennes, des connaissances algériennes, et non pas des projets tout importés venant de l'autre côté de la Méditerranée, voire carrément de l'autre côté de l'Atlantique, qui viennent de les imposer. Et il est grand temps que, et ça, c'est pour moi, je considère ceci, et j'ai mis la ville d'Alger, et ça pouvait être n'importe quelle autre ville en Algérie, mais je considère ceci comme étant une chance et une opportunité pour cette nouvelle génération que vous allez représenter, pour les jeunes, à savoir que le terrain est vierge, et donc tout est à faire. Et donc vous avez la chance de pouvoir produire donc les bâtiments qui vont constituer les fondements de la reconnaissance de la spécificité de nos villes algériennes, et donc de la reconnaissance de la grandeur de notre nation à travers le travail de sa jeunesse, quelque chose qui soit très concret et non pas des slogans à deux balles qui nous permettent pas d'avancer, mais qui permettent juste de pouvoir se défouler un peu 2 fois par semaine, sans pour pouvoir permettre véritablement de faire avancer Mimlik et de permettre d'aller de l'avant et de construire une société, une république 2.0 digne de ce nom-là, construire sur des fondements solides, et donc sur le désir de permettre à l'ensemble de la société de s'émanciper.
Ainsi qu'à partir de maintenant et dans les futures vidéos qui vont constituer donc ce cours, nous allons aborder plus la question liée à l'architecture. Nous avons fait donc cette introduction qui nous parle donc de l'attitude, de l'état d'esprit que nous devons avoir pour pouvoir apprendre en général et donc plus spécifiquement l'architecture. Mais à partir des prochaines vidéos, nous allons donc entrer plus dans le vif du sujet sur la question de l'initiation à l'architecture et donc à ce métier, à cette discipline, et de rentrer donc dans le vif du sujet par rapport aux objectifs fixés au module de théorie du projet architectural. Merci de votre attention. Et j'espère bien sûr à très bientôt.